Mercredi 16 novembre 2022, mesdames, messieurs, vous faites bien d'être connectés sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de votre programme On remue l'actu qui démarre à l'instant. Conduit au Mali, MINUSMA, le Royaume-Uni annonce le retrait de ses troupes au Mali. On en parlera durant cette émission avec notre consultant permanent, M. Noumissi Wafou. On en parlera également avec Kouetchou et Koumabité qui sont sur ce plateau. On aura les unes du jour, l'image du jour, l'info du jour et bien sûr, si le temps nous permet, le buzz du jour. On aura également, vous, téléspectateurs, vous pouvez également participer à cette émission. Voilà, vous avez le thème qui s'affiche là sur l'écran. Vous réagissez sur notre page Facebook For You Media Africa et à la fin de l'émission, Koumabité aura le plaisir de lire vos différents messages apparus. Bonjour, Kouetchou. Bonjour Odo, bonjour Koumabité, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs et auditeurs. Bonjour particulier, bien sûr, à tous les fidèles de l'émission. Je pense à quelqu'un du côté de Nouakchott. Voilà. À Mauritanie. Depuis la Mauritanie, effectivement. Et bien sûr, bonjour à vous qui êtes là encore du côté de Bamako au Mali ou encore de Ouagadougou du côté du Burkina Faso. On n'ira pas citer toutes les capitales, mais on le sait, vous êtes nombreux à nous écouter de partout en Afrique et globalement dans le monde. Et on vous remercie encore d'être là ce matin. Il est également là, notre seul coq, le seul coq de la Basse-Cour. Koumabité, bonjour. Bonjour Imamoto, bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis Antananarivo. C'est donc dans une partie de l'Afrique également. Bonjour à vous en studio, bonjour à Kouetchou qui est là, qui fait toujours partie des nôtres lorsqu'il est exactement 10 heures passées de 45 minutes. Bonjour donc à toute l'Afrique, c'est l'émission donc on remue l'actu ce matin, Imamoto. Avec toi, on aura l'info du jour. Tu nous conduiras où aujourd'hui? Tout à fait, on aura l'info du jour, mais cette fois-ci, on va sortir du continent et pour un autre continent, on ira aux États-Unis où on va donc parler de cette probable candidature de l'ex-président américain. Il s'agit bien de Donald Trump qui revient donc en force pour la candidature des élections présidentielles en 2024. On aura le temps de découvrir ou alors de parcourir cette actualité avec vous au courant de cette émission, Imamoto. Dans le cadre de la chronique, l'info du jour, Tout à à fait. présent, mesdames, messieurs, l'essentiel de ce que vous êtes censés savoir, le sujet du jour. Le sujet du jour, je vous l'ai dit, nous conduit au Mali. Les troupes, voilà, le Royaume-Uni annonce le retrait de ses troupes. Eh bien, le Royaume-Uni a annoncé lundi 14 novembre 2022 qu'il allait retirer plus tôt que prévu ses troupes déployées au Mali en appui à la mission de maintien de la paix des Nations Unies, MINUSMA, en raison notamment du recours de la transition malienne au pouvoir au groupe militaire russe Wagner. Le contingent du Royaume-Uni quittera la mission de la paix de l'ONU plus tôt que prévu. Nous ne pouvons pas déployer l'armée nationale pour assurer la sécurité quand le gouvernement du pays hôte n'a pas la volonté de travailler avec nous pour apporter une stabilité durable, a déclaré le secrétaire d'État britannique aux forces armées James Harpes. Voilà. Si, vous m'excusez si je prononce mal le nom, devant le Parlement, et bien fustigeant le partenariat entre les militaires au pouvoir au Mali et le groupe militaire russe Wagner et estime que Bamako est responsable de ce retrait anticipé des forces britanniques. Nous devons être clairs sur le fait que la responsabilité de tout cela incombe à Bamako. Le partenariat du gouvernement malien avec le groupe militaire russe Wagner est contre-productif pour la stabilité et la sécurité, a-t-il déclaré. Le Royaume-Uni avait déployé en fin 2020 un contingent de 300 soldats et des hélicoptères lourds Chinook au Mali pour appuyer les efforts internationaux visant à mettre fin aux violences djihadistes. L'engagement des troupes britanniques devait en principe durer 3 ans, mais le recours de Bamako au groupe russe militaire Wagner et la montée de l'instabilité dans le pays a poussé Londres à anticiper le retrait de ces troupes qui devraient quitter le pays dans les 6 prochains mois, selon le ministère de la Défense. Connues pour leur équipement de haute technologie, les troupes britanniques organisaient notamment des missions dans les zones difficiles d'accès comme la région de Gao et le secteur des 3 frontières Mali, Niger et Burkina Faso. La France, principal pays intervenant militaire au Mali, notamment via les soldats de la force Barkhane, avait
avait retiré en mi-août dernier le dernier détachement de ses troupes au Mali après la détérioration des relations entre Bamako et Paris. Le gouvernement de transition malien est devenu plus hostile aux interventions militaires occidentales dans le pays depuis que Paris et ses alliés ont accusé l'exécutif malien de s'être assuré les services du groupe militaire russe Wagner. Le gouvernement militaire au pouvoir s'en a également prise plusieurs fois oralement à la MINUSMA, dont le mandat a été renouvelé en juin pour 1 an. Voilà, mesdames, messieurs, le sujet du jour, le Royaume-Uni qui annonce le retrait de ses troupes du côté du Mali dans les 6 prochains mois. Voilà, telle est notre thématique. Vous réagissez sur cette thématique, par rapport à cette thématique sur notre page Facebook For You Media Africa. Et tout à l'heure, on aura bien sûr l'intervention de notre analyste quotidien, monsieur Numbisi Wafou. Mais avant, on prend ce reportage concocté par la rédaction de For You Media Africa et on revient. Ces 200 soldats déployés au Mali. Londres rejoint dans sa démarche la France ainsi que d'autres partenaires européens, dont la collaboration avec Bamako dans la lutte antiterroriste s'est étriquée après l'arrivée du groupe paramilitaire russe Wagner. L'annonce de ce départ a été faite au Parlement par le Premier ministre britannique, qui est revenu sur les 2 derniers coups d'État au Mali, qui selon lui ont compromis les efforts internationaux dans la lutte contre le terrorisme dans ce pays. En 2020, Londres avait déployé au Mali un contingent et des hélicoptères lourds en appui à l'action de la mission onusienne et de la force française Barkhane. Alors que son engagement devait durer normalement 3 ans, ce départ précipité va prendre effet dans les 6 prochains mois. Face à une situation sécuritaire de plus en plus préoccupante, les autorités de transition au Mali ont adopté une posture vigilante vis-à-vis de certains partenaires occidentaux, dont le rôle dans la lutte anti-djihadiste s'est avéré trouble. C'est le cas de la France, accusée à plusieurs reprises par Bamako de soutenir les rebelles sur plusieurs fronts, dont la livraison d'armes. Londres tient à rappeler que le retrait de ses troupes au Mali n'est pas synonyme de désengagement dans la région et compte poursuivre son engagement au Mali et au Sahel via l'aide humanitaire et de développement. Centrale de For You Media pour ce reportage. Je commence par vous, comme invité, le Royaume-Uni qui annonce le retrait, voilà, plus tôt que prévu de ses troupes du côté du Mali en raison du recours de la transition malienne au pouvoir au groupe militaire russe Wagner. Oui, Mamoto, la question est posée sur la table, ou alors la question est mise sur la table. Aux dernières nouvelles, c'était la France qui devrait donc retirer toutes ses forces militaires en Afrique. Je crois que c'est, enfin, notamment au Sahel. Je crois que c'est ce qui a été, retenu, mais on n'avait pas cette information, en tout cas. Depuis pratiquement 48 heures, on n'avait pas cette information, mais on se rend simplement compte que la France peut jouer un grand rôle là-dedans parce que, vous savez, hier sur ce même plateau, je vous disais que l'Union européenne et l'Union africaine devrait s'inspirer peut-être de l'Union européenne. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Parce que quand on se rend compte aujourd'hui, on regarde l'Union européenne, on constate que la France, qui n'avait plus la possibilité ou alors n'avait plus la main mise sur le Mali, a décidé de retirer ses troupes. Et maintenant, étant donné que la France appartient à l'Union européenne, automatiquement, c'est un peu comme dans une... Comment est-ce que je vais dire ça? C'est un peu comme dans une loge en réalité, où on est obligé de se soutenir même si on ne le veut pas. Et maintenant, étant donné que la France est donc partie, si la France est partie, automatiquement, le Royaume-Uni va partir, puisque même le Royaume-Uni appartient à l'Union européenne. Donc, du coup, ça devient compliqué pour le Mali aujourd'hui. C'est vrai, on va comprendre que en réalité, le Royaume-Uni a décidé, enfin, ils ont déclaré quand même que le fait de retirer les troupes, ce n'est pas synonyme de renier tout engagement concernant le soutien du Mali. Ça, c'est quelque chose qu'on peut... Ça, c'est la voie diplomatique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on constate que le Royaume-Uni ne fait plus partie
de ces troupes-là qui sont en train de faire corps avec l'armée malienne pour combattre le djihadisme. À un moment donné, on sait aussi intégralement que même l'aide humanitaire ne sera plus possible de ce côté-là. Qu'on nous laisse un peu cette affaire de diplomatie et qu'on nous dise que dans le fait de retirer l'armée, ce n'est pas synonyme de vouloir se désengager définitivement. Voilà, non. Il faut comprendre que la France appartient à l'Union européenne, le Royaume-Uni appartient à l'Union européenne. À un moment donné, ce sont les décisions qui se prennent à l'Union européenne et ces décisions, on les applique. Donc, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, qu'on pense qu'en réalité, le fait pour le Royaume-Uni aujourd'hui de partir du Mali, on pourrait d'abord se poser la question de savoir, ok, le Mali est donc la France est partie du Mali. D'accord, c'est parce que le Mali a décidé que la France parte du Mali. Mais maintenant qu'on se rend compte que le Royaume-Uni aussi a décidé de partir, est-ce que le Mali a chassé le Royaume-Uni? Non, loin de là. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'en réalité, les forces en présence de l'Union européenne ont agi impérativement. Et dans cette sphère-là, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, ce sont simplement les lois qu'on applique ou alors les décisions qu'on applique. Et puis, les décisions prises à l'Union européenne. Impérativement. Donc, du coup, que le Royaume-Uni parte du Mali, de toutes les façons, le Mali a déjà une autre force qui est en train de soutenir, c'est-à-dire on parle là de la Russie qui soutient le Mali, chose qui n'est pas à négliger. Mais quand même, il faut le rappeler quand même que si la France ou alors le Royaume-Uni qui était là depuis pratiquement belle lurette et qu'aujourd'hui on n'a pas réussi, ou alors ces puissances-là n'ont pas réussi à repousser le djihadisme ou alors à repousser le terrorisme, à un moment donné, pour moi, en fait, je pense que ça ne fait ni chaud ni froid au Mali aujourd'hui que le Royaume-Uni parte ou alors que la France parte définitivement du Sahel. Chose est sûre, c'est que le pays en lui-même continue à combattre le djihadisme de ce côté-là. Et en fait, depuis quand même que le Mali a pris les choses en main, quand même, on se rend compte qu'il y a quand même une nette amélioration de ce côté-là. On n'entend plus trop, même si cette guerre-là continue, mais ça n'est plus quand même comme à la période où il y avait les forces Barkhane ou alors les forces, ou alors je ne sais pas trop qui. Donc aujourd'hui, je pense que l'allié du Mali aujourd'hui qui est la Russie, je pense que le travail évolue. En tout cas, on a les preuves quand même tangibles que le travail évolue donc de ce côté. C'est simplement, oui, une désolation peut-être, mais il faut le dire, c'est que le Mali, pour aujourd'hui, quand même, s'affirme dans cette bataille-là et tient quand même le coup. Merci, Koumabité. Kouetchou, les troupes du Royaume-Uni qui étaient censées effectuer 3 ans du côté du Mali aujourd'hui décident de se retirer. Ce sera dans les 6 prochains mois que les troupes du Royaume-Uni quitteront le Mali. Quelles sont vos impressions? Alors j'ai le sentiment avec cette information que la nouvelle carte géopolitique du monde se joue entre les pro-russes ou les anti-russes et donc les pro-occidentaux. Alors l'Angleterre aujourd'hui, ou globalement le Royaume-Uni qui déchante, donc qui décide de foutre le camp. Oui, ils ont décidé de foutre le camp. C'est ça, non? Oui, effectivement. Ok. Bon, c'est simplement pour dire que dans le contexte actuel marqué par ce conflit russo-ukrainien, il est 2 blocs. Il y a le bloc pro-occidental qui est donc pro-ukrainien et il y a les autres qui, du fait d'avoir des liens ou des rapports étroits avec la Russie, vous attirent automatiquement les foudres du bloc occidental. Effectivement. Et depuis quelques mois déjà, le rapprochement sur le plan sécuritaire du Mali et même sur bien d'autres plans avec la Russie tend à énerver, j'ai presque envie de dire, le bloc occidental qui soutient l'Ukraine et qui donc va directement en opposition avec la Russie. Et surtout les territoires de par le monde où la Russie tend à s'implanter et qui connaît finalement l'aval du peuple ou alors du pays concerné, on voit et on comprend peut-être même à juste titre que la partie occidentale présente également sur ces territoires tend elle également à foutre le camp. Donc la France s'en va
Et il faut dire quand même que peut-être que le départ de la France aussi aura pesé quand même d'une certaine manière dans cette décision parce que compte tenu de l'histoire, du passif et des rapports diplomatiques entre le Mali et la France, il y a un lien beaucoup plus étroit entre le Mali et la France. Alors l'Angleterre qui ne se sentait, je pense, que très secondaire dans ce soutien au Mali aujourd'hui, se dit, bon, écoutez, si la France a décidé de foutre le camp, quel intérêt pour nous encore de rester aujourd'hui? Oui. Voilà. Mais ce qui est dommage quand même, c'est que on a l'impression que ça dénote aussi d'une certaine hypocrisie de tout ce qui est instance internationale qui tend à donner l'impression que non, le monde aujourd'hui est tel que cette grande plateforme internationale qui est l'ONU voudrait qu'on apporte de l'aide sur la base de rien, simplement met l'humanisme et l'humain derrière, devant, mais... Si aujourd'hui on comprend qu'à chaque fois qu'il y a un enjeu politique ou économique qui est mis à mal, l'aide supposée qui vous avait été apportée est retirée, on comprend que c'est pas un soutien, même sur le plan sécuritaire fortuit. Ils estiment que le gouvernement, les militaires au pouvoir au Mali ne les accompagnent pas. On dirait qu'ils sont peut-être seuls, abandonnés à eux-mêmes. Le gouvernement ne montre pas un intérêt particulier à ces troupes du Royaume-Uni. Effectivement, je pense que ça rejoint simplement ce que j'évoquais. Il n'y a pas un lien même sur le plan historique entre le Mali et l'Angleterre. Et aujourd'hui, le Mali a le dos tourné, ou du moins le regard arrivé vers la Russie pour tout ce qui est collaboration et n'a plus aucun intérêt pour tout ce qui est aide supposée qui venait donc de l'Occident. Donc, si la France a foutu le camp, le Mali n'accorde plus aucun intérêt à votre soutien, quel est votre intérêt finalement d'y rester? Voilà, donc ce que j'estimais dommage, c'est le fait que peut-être des aides, si on peut appeler ça aides, voilà, humanitaires, risqueraient peut-être, du fait de leur départ, être réduit ou peut-être même retiré. De toutes les façons, ça va subir un coup en tout cas. Voilà, ça risque de subir un coup et c'est à se demander, ah d'accord, donc vous ne nous aidez que lorsque vous sentez bien que on vous apporte également un certain regard du chien de reconnaissance vis-à-vis du maître. Et dès lors où on essaye de sortir la tête de l'eau, vous disparaissez subitement. Donc c'est ça que j'estime dommage et que j'estime comme étant une sorte d'hypocrisie parce que on donne l'impression que ces aides viennent simplement du fait que voilà, on a mis sur pied l'ONU pour la paix et le bien-être de l'humanité, comme si c'était l'humain qui était important, mais à voir tout ce qui se passe, on comprend que finalement l'Afrique doit ouvrir les yeux quant à savoir que dès lors où ils ont l'impression qu'on a coupé tout ce qui était de leur intérêt, et bien même l'aide qu'ils nous apportent, ce qui était supposé être une aide, ils n'en apportent plus. Voilà, merci. Kwetu, tout à l'heure on prendra l'avis de notre analyste, M. Noubissi Wafo, mais avant, on s'intéresse à l'info du jour et c'est avec Koumabité. Merci Emamoto. On va donc prendre l'info du jour sans transition, il faut le rappeler. Effectivement. Ce matin, on va faire un tour donc aux États-Unis où le président, ou alors l'ancien président Donald Trump, a décidé mardi de faire donc savoir à tout le peuple américain qu'il sera candidat aux élections présidentielles de 2024 lors d'un discours donc prononcé depuis sa résidence en Floride. Donc comme vous pouvez donc le voir en image, je cite, le président, l'ancien président, autant pour moi Donald Trump affirme: afin de rendre à l'Amérique sa grandeur et sa joie et sa gloire, j'annonce ma candidature officiellement à l'élection présidentielle, a donc déclaré l'ancien président devant ses militants rassemblés donc dans la grande salle de réception de sa résidence aussi luxueuse qu'elle peut être. Donc comme vous le voyez donc en image, monsieur Donald Trump revient en force pour
combattre donc Joe Biden au courant de ces élections. On va donc plus loin. Les informations de ce côté-là nous font donc comprendre que plus tôt dans la journée, ces conseillers avaient donc déposé des documents auprès donc de la Commission électorale fédérale des États-Unis donc pour créer un comité appelé donc Donald J. Trump for Presidents 2024. Voilà donc. Il s'est donc engagé mardi à ce que Joe Biden ne fasse plus donc ou alors ne passe pas 4 années de plus à la tête des États-Unis, à la tête donc de la Maison Blanche. Donc, et l'information va plus loin. Juste après avoir officialisé sa candidature à l'élection présidentielle, Joe Biden incarne donc l'échec. Ça, ce sont les propos donc de Donald Trump. Voilà, Joe Biden incarne donc l'échec de la gauche et de la corruption de Washington. A donc accusé l'ancien président depuis sa résidence en Floride et Mamuto. Voilà donc l'information qui tombe à pic au sein de l'opinion publique. Donald Trump qui a officialisé sa candidature 2024. Il revient, il ressort de l'eau. On se rappelle donc des échéances précédentes où c'était un peu le chaos. Il est parti de Washington ou alors il est parti de la Maison Blanche, un peu frustré, un peu peut-être fustigé aussi par certains Américains qui refusaient déjà sa politique. Et aujourd'hui, il revient donc après quelques années, alors pour déposer encore sa candidature présidentielle. Kwechu, une question peut-être à vous poser, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que c'est faisable aussi dans certains pays africains, c'est-à-dire que le président sortant, il s'en va et puis l'autre président termine le mandat et en fin de mandat, l'ancien président redépose la candidature. Mais on en a vu au Brésil. On en a vu au Brésil. Est-ce qu'en Afrique, c'est faisable? C'est tout à fait faisable, moi je pense. Hein. Pour cela, il faudrait peut-être que vous sortiez en gardant le capital sympathie, ou du moins en essayant de garder ou de grappiller le temps où vous n'êtes plus à la tête du pays, une certaine, qu'est-ce que je vais dire, légitimité ou alors légitimité peut-être. Voilà, en tout cas, gardez l'assentiment de ce peuple que vous avez eu à diriger et qui, peut-être la fois où vous aurez à vous reconduire, pourra vous refaire confiance. Parce que si la première fois, le premier mandat ou les premiers mandats n'ont pas été appréciés, il vous serait difficile que de revenir. Et malheureusement, il est assez de coutume en Afrique globalement que les présidents sortent par la petite porte et difficile donc de revenir finalement. Quand ce ne sont pas des coups d'État, finalement c'est un président souvent qui s'en va aux abois, souvent chassé même par le peuple et qui souvent même aussi se retire même de la chose politique ou va directement en exil en Occident. Alors, là, on évoque des présidents comme Lula au Brésil, qui n'en démord pas de la chose politique, même une fois sorti de l'exécutif, et qui finalement donc continue à mener une carrière politique et qui reste donc légitime du moment où il veut revenir à la tête du pays. C'est ce qui lui a valu cette victoire au Brésil. Tout à fait. Aujourd'hui, vous avez pris l'exemple du Brésil tout à l'heure. On a eu comme impression à un certain moment que même en Côte d'Ivoire, ce serait peut-être probablement possible aussi avec le retour de Gbagbo contre Alassane Ouattara et tous les autres candidats. Donc on a quand même le sentiment que ça pourrait quand même revenir en Afrique, ou alors ça pourrait être une première en Afrique, parce qu'on sait généralement que nos présidents, lorsque vous partez, en Afrique du Sud, on avait sollicité. Ils ne partent pas souvent, on dit avec la tête haute en réalité. En Afrique du Sud, on avait sollicité le retour de Nelson Mandela. Il serait resté à la tête du pays. Il serait revenu même 10 ans, 20 ans après, même à l'article de la mort, on l'aurait accepté. Voilà. Non, mais quand même, là, on a su qu'en réalité, c'est un président qui a travaillé et qui a œuvré difficilement pour que l'Afrique du Sud pour être réaccepté, il faut avoir un bilan positif. Mais est-ce que vous pensez que Donald Trump aujourd'hui, on ne parle
le passé, il a eu un bilan très positif, ou alors positif, hein, quel qu'en soit quand même. Pas tant que ça. Peut-être parce que c'est quand même un monsieur très riche, vraiment, vraiment très riche, on peut quand même l'affirmer. Hein. Peut-être on pourrait peut-être dire que ce sont les folies des grandeurs, par exemple. Parce que vous avez déjà tout. Mais son bilan n'est pas assez positif que ça. Bah, du tout, du tout. Enfin, en fait, pour nous, en réalité, on se dit quand même que depuis... Joe Biden, pour moi, en fait, je pense qu'il... C'est pas si négatif aussi. C'est pas aussi si négatif, là, il faut l'affirmer quand même, parce que... oui, bon, mais pour l'Afrique, quand même, est-ce que l'Afrique... Parce que si Joe Biden, je veux dire, Donald Trump revient au pouvoir aux États-Unis, est-ce que ça sera favorable pour l'Afrique? That's this question. Ça, c'est une question on devrait se poser. Est-ce que, parce qu'on sait très bien que... Est-ce que ça a été favorable même avec les autres? Non, mais avec Joe Biden, quand même... C'est assez non, avec Joe Biden, quand même, je pense que, selon moi, en réalité, je pense quand même qu'il y a eu quand même si ce n'était pas peut-être à 10% ou alors à 20%, quand même, il y a eu des efforts quand même. On a vu, la vice-présidente, elle est noire quand même. Donc, du coup, on a vu la justice de Floyd, je crois quand même qui a été... C'est un réel impact qu'elle soit noire, Kamala. Donc, du coup, quand même, mais lorsque Trump, lui, il était au pouvoir, il y a eu les espérances mais également du temps de Barack Obama, qui était quand même kényan, voilà, 50%. Je pense simplement que... on a compris finalement que quel que soit le président qui passe à la tête des États-Unis, il est d'abord le président des États-Unis. Des Américains de toutes les façons. Obama n'aura pas plus que ça à apporter grand-chose à l'Afrique. Même si on peut noter son passage au Kenya où mais il peut revenir. Tous les grands mères du village sont sortis. mais il peut revenir. Ce n'est que ça. Oui, mais il peut revenir. Vous avez en termes de partenariat économique, en termes... ça n'a pas été rien n'a été impactant également. Impactant, effectivement. Mais vous préférez, donc moi j'aimerais peut-être vous poser la question, peut-être pour sortir de l'info du jour, vous préférez Obama ou je veux dire Joe Biden à Donald Trump? Si on vous mettait ces deux candidats sur la balance, que choisirez-vous? Ou alors qui choisirez-vous? Je préfère toujours les démocrates. Donc, qu'ils soient noirs que ou blancs. Les républicains. Parce que les républicains. Automatiquement, vous allez prendre Joe Biden. Joe Biden, effectivement, oui. Voilà, et Mamoto, c'était donc l'information du jour de ce matin. On se retrouve demain jeudi pour une autre livraison. Et Mamoto, je vous passe donc la parole et puis on va continuer. Merci avec... Effectivement, on va continuer avec Kwetu pour les unes du jour de ce 16 novembre 2022. Je crois qu'il y a une... Les unes du jour, c'est avec Kwetu. Alors, bienvenue à vous qui nous rejoignez peut-être seulement maintenant et on se laisse encore aujourd'hui à notre traditionnel tour d'horizon des unes africaines. Et on s'intéresse ce matin à l'actualité au Mali, mais telle que traitée par le site d'information burkinabé Wakat Sera, qui titre donc avec cet article « Mali, hémorragie à la MINUSMA ». Voilà, simplement un article qui revient donc sur la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, en abrégé MINUSMA, qui se vide de ses hommes, comme s'ils se sont passé le mot, les pays contributeurs du contingent au profil de la mission onusienne sur les bords du Djoliba procèdent au tour à tour au retrait de leurs troupes engagées dans ce pays. On l'évoquait d'ailleurs, et c'est le thème d'ailleurs de cette émission, et l'Angleterre. Et donc la MINUSMA qui, elle également, tend à déchanter après la Côte d'Ivoire qui, elle également, vient de manifester son souhait de marcher dans les pas de la France. Il faut aussi relever que la Suède et donc le Royaume-Uni également sont en train de libérer le plancher. Qu'est-ce qui justifie cet état des choses? Un élément de réponse donc dans cet article signé Wakat Sera. Après Wakat Sera, on s'intéresse à l'actualité encore au Mali, mais cette fois-ci traitée par le site malien qui évoque le G20.
G20, Macky Sall plaide pour un siège permanent à l'Afrique. Voilà, le président sénégalais, président également en exercice de l'Union africaine, a émis donc cette requête qui se veut assez légitime pour la 8e puissance économique mondiale, du moins c'est ce qu'estime le président Macky Sall. L'Afrique donc qui est invitée à ce grand rendez-vous des nations les plus industrialisées au monde. Le président Macky Sall a donc réitéré mardi, c'était donc hier, son appel en direction des dirigeants du G20 pour un statut de membre permanent à l'Afrique au sein de cette structure. Le président sénégalais s'est exprimé donc à l'occasion du G20 qui, il faut le préciser, se termine ce jour et qui a donc débuté hier et qui se tient à Bali en Indonésie. Le président Macky Sall qui y est en qualité d'invité. Je vous citerai notamment ses propos. Je voudrais souligner que dans ce renouveau du multilatéralisme auquel nous sommes engagés à Bali, l'Afrique reste un partenaire incontournable sur la scène internationale. Elle est la 8e puissance économique par son PIB, possède plus de 60% des terres arables avec une population estimée à près de 2,5 milliards d'ici 2050. Voilà, les propos de Macky Sall et bien d'autres encore à lire dans cet article signé maliweb.net. Après Maliweb, on s'intéresse à l'actualité telle que traitée par Jeune Afrique, un article politique notamment. Sénégal, qui Pape Alé Niang menace-t-il? Alors, un article qui revient simplement sur l'arrestation de ce journaliste ouvertement critique du gouvernement au pouvoir de Macky Sall, qui est accusé d'avoir porté atteinte à la sécurité nationale. Le journaliste a été placé sous mandat de dépôt le 9 novembre dernier et risque jusqu'à 5 ans de prison. Une actualité qui a remué et continue de remuer d'ailleurs l'opinion publique, tant les politiques que la presse du côté du Sénégal. Et voilà, cet article revient globalement sur qu'est-ce qui vaut à Pape Niang réellement d'être incarcéré. En tout cas, c'est un éditorial que je vous invite vivement à lire dans cet article signé Jeune Afrique. Après Jeune Afrique, on s'intéresse au Togo, avec notamment le site Togo First, qui est un site d'information qui traite d'actualité économique. Togo, les importations de produits alimentaires se chiffrent à 214 milliards de francs CFA en 2021 sur fond de légère hausse. Voilà. Le Togo qui a importé, il faut le dire, pour 214 milliards de produits alimentaires en 2021, selon les données de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCAO, et dans un récent rapport sur le commerce extérieur au sein de l'UEMOA. Ceci vient donc en très légère hausse, notamment de 0,14% comparativement à l'année précédente, donc l'année 2020. Et vous avez la possibilité donc dans cet article d'en savoir davantage sur cette situation économique qui prévaut au Togo et que connaît malheureusement beaucoup d'autres pays africains qui sont encore dépendants de leurs importations, notamment sur les questions liées donc à l'alimentation. Voilà. Pour sortir de notre rendez-vous des unes africaines, aujourd'hui, on s'intéresse à l'actualité au Cameroun et on parle sport avec le quotidien Mutation. Qatar 2022, Nga2, l'absent présent. Voilà, le joueur camerounais, défenseur, absent donc de la liste définitive des Lions indomptables pour la Coupe du Monde qui démarre dans seulement 4 jours, fait l'objet de toutes les intrigues et est au centre de tous les débats. Il a donc été recalé pour la Coupe du Monde à l'international camerounais, mais reste en vedette dans tous les débats. Et en page 15 donc, du quotidien Mutation de ce 16 novembre, vous avez la possibilité de comprendre un peu
tout ce qui tourne autour de cette actualité sportive et qui tend d'ailleurs à sortir même du sillage sportif et à toucher davantage d'autres acteurs. Il n'y sera pas, le Cameroun-ci et bien d'autres nations africaines. Le regard est d'ores et déjà arrivé sur le Qatar 2022. Voilà, c'est avec cet article d'ailleurs que nous sortons de notre tour des unes de ce matin. Merci Kwechu, merci pour ces unes du matin. Je crois qu'après le flash d'informations, on va essayer de décortiquer quelques informations que tu nous as transmises tout à l'heure. Elle est déjà dans ce studio, Dame Galet et Bokeya pour le flash d'informations en langue française. Elle sera suivie de Jeff Otso pour le flash en langue anglaise. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce stop informationnel sur les antennes de For You Media Africa. Nous démarrons donc en parlant du 18e sommet de la francophonie qui se tiendra donc cette année à Djerba en Tunisie les 19 et 20 novembre 2022. Le thème arrêté pour cette édition est donc la connectivité dans la diversité, le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. L'agence universitaire de la francophonie œuvrant pour une francophonie scientifique engagée dans le développement économique, culturel et social, il sera présente à travers son programme. L'AUF mettra donc en avant ses plaidoyers, mais présentera aussi un de ses projets phares, la signature du manifeste pour une diplomatie scientifique francophone par 40 ministres lors de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique qui s'est tenue au Caire en Égypte du 25 au 28 octobre 2022. Nous sommes en République centrafricaine à présent. Le mandat de la mission de maintien de la paix des Nations Unies est donc prolongé d'1 an. Le Conseil de sécurité de l'ONU l'a donc annoncé le lundi 14 novembre 2022 après le vote d'une résolution rédigée par la France. Le mandat de la MINUSCA, qui compte près de 17 500 hommes, est donc axé sur la protection des civils et encourage le président Faustin Archange Touadéra et son gouvernement à promouvoir la paix et la stabilité durable grâce à un processus politique et de paix fortifié. Rappelons que ce renouvellement s'est fait sans l'avis ni l'aval du gouvernement centrafricain. Les pays présents au Conseil ont donc voté, sauf la Russie, la Chine et le Gabon, en l'absence de la RCA. La Côte d'Ivoire, de son côté, a annoncé le retrait progressif de ses troupes au sein de la mission de paix de l'ONU au Mali d'ici août 2023. Une décision qui intervient sur fond de tensions diplomatiques entre Abidjan et Bamako depuis plusieurs mois. La relève de la compagnie de protection basée à Mopti ainsi que le déploiement des officiers d'état-major et des officiers de police prévus respectivement en octobre et novembre 2022 ne pourront plus être effectués. La Côte d'Ivoire indique également que les militaires et autres éléments présents au sein de la MINUSMA ne seront pas relevés en août 2023. Nous terminons en parlant de la COP27 à quelques jours de la fin des discussions sur le climat. En Égypte, la militante Vanessa Nakate s'en est prise mardi dernier aux dirigeants qui persistent à soutenir de nouveaux projets d'énergie fossile malgré les avertissements des scientifiques. Elle a également affirmé que la réunion annuelle était en train d'être infiltrée par des représentants du secteur pétrolier et gazier qui la transforment en une conférence de vente et de marketing pour plus de pollution, plus de destruction et plus de dévastation. C'est la fin, mesdames et messieurs. On remue l'actu se poursuit.
Ladies and gentlemen, welcome for the English part. Let's begin in the West Africa, precisely in Ivory Coast, to talk about the authorities to pull peacekeepers out of Mali by August 2023. Ivory Coast has announced the gradual withdrawal of its troops from the United Nations peacekeeping mission in Mali by August 2023, a decision that comes against the backdrop of diplomatic tension between Abidjan and Bamako for several months. By order of the government of Ivory Coast, the permanent mission confirms the gradual withdrawal of Ivorian military and police personnel deployed in the United Nations mission in Mali. This is according to the letter from the permanent mission of Ivory Coast to the UN on Tuesday. The rotation of the protection company based in Mopti, as well as the deployment of staff officers and police officers planned for October and November 2022 respectively, can no longer be carried out, the text continues. Ivory Coast also said that the soldiers and other elements present in the MINUSMA will not be relieved in August 2023. We go now to Central African Republic. There, the government denies president evacuated to Rwanda for treatment. A spokesperson for the presidency in the Central African Republic has denied that President Faustin Archange Touadéra was evacuated to Rwanda on Sunday for medical treatment after a serious fall. Central African Republic and international media widely circulated the news after a pro-opposition website claimed Mr. Touadéra was injured in a serious fall in the capital Bangui and flew to Rwanda. The presidency spokesman, Albert Yolake, expressed astonishment at the claim and said the president was at work in Bangui. The president has just arrived in his office. The information that Corbo News put online is false and only concerns itself. We are astonished by such information, he said. Up next, in Ethiopia, the first trucks of aid reached Tigray since ceasefire. 2 trucks carrying medical supplies arrived in Ethiopia's Tigray region on Tuesday, the first shipment of international aid to reach the region since Ethiopia's federal government and Tigrayan forces agreed to a ceasefire earlier this month. The convoy by the International Committee of the Red Cross, or ICRC, delivered 40 tons of essential items, emergency medicine, and surgical equipment to Mekele, Tigray regional capital, according to an ICRR statement. Until today, no international aid had entered Tigray by road since last August. Restrictions and humanitarian access since the conflict erupted in November 2020 have resulted in a dire humanitarian crisis across the region, with millions in urgent need of food and medicine. Finally, we go to Indonesia, precisely in Bali, to talk about the G20 summit. Rwandan President Paul Kagame has bemoaned the effect of the war in Ukraine on Africa, declaring that the continent wants peace in the world. Kagame was addressing the G20 summit in Bali, Indonesia, on Tuesday in his capacity as chairperson of the African Union Development Agency, head of state and government orientation committee. Held under the theme Recover Together, Recover Stronger, the sitting was ideal for Kagame to say, "I commend the attention given to the priorities that matter to small and developing countries, including coping with the effects of the war in Ukraine and other crises." On that, we put a close to this edition. J Photo, my name. Stay tuned with On Remue l'Actu. Merci à Angala Ebokia et Difosso pour ce flash d'informations en langue anglaise et en langue française. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de votre émission. On remue l'actu. Aujourd'hui, on s'est intéressé au Mali, notamment le Royaume-Uni qui annonce le retrait de ses troupes. Ce sera dans les 6 mois prochains. Est-ce qu'on a M. Noubissi Wafou en ligne?
que la réalisation, avec le concours de la réalisation, on a M. Noubissi Wafo en ligne. On n'a pas M. Noubissi Wafo. Kwecho, je vais revenir sur les unes de tout à l'heure. On a parlé du président en exercice de l'Union africaine, également président du Sénégal, Macky Sall, qui réclamait, c'était au G20, oui. Un siège permanent pour l'Afrique, voilà, au sein de cette instance qui réunit les pays les plus industrialisés au monde. Il a estimé notamment que l'Afrique, globalement, en tant qu'une entité, représentait la huitième puissance industrielle au monde et qu'il aurait été de bon ton et qu'il est de bon ton de céder un siège à l'Afrique. Merci, Kwecho. Je crois qu'on a finalement M. Noubissi Wafo en ligne. Bonjour, M. Noubissi Wafo. Bonjour, bonjour à tous ceux qui t'entourent en studio. Bonjour aux techniciens. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de Forum. M. Noubissi Wafo, j'espère que vous allez bien et c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Merci, je vais suffisamment bien pour échanger avec vous et avec les téléspectateurs. Voilà, M. Noubissi Wafo, on s'intéresse au Mali, notamment les troupes, le Royaume-Uni qui annonce le retrait de ses troupes du côté du Mali. Ce sera dans les 6 mois prochains. M. Noubissi Wafo, un retrait plutôt que prévu parce que ces troupes y étaient pour 3 ans du côté du Mali. Ils ont été déployés en 2020, mais aujourd'hui, ils estiment que voilà, que le Mali entretient des relations plus, je vais dire, plus concrètes avec les forces militaires, le groupe militaire Wagner, et ils estiment qu'ils n'ont plus leur place de ce côté-là. Quel est le regard que vous portez à cette actualité, M. Noubissi Wafo? Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'annonce du retrait anticipé des forces de Royaume-Uni au Mali, les forces qui participent d'ailleurs aux forces d'ensemble de l'ONU dans le pays. Le retrait de cette force-là, qui était le retrait anticipé, est la suite logique de l'état des rapports qu'entretient aujourd'hui le Mali avec l'ONU. Il faut rappeler que les rapports entre le Mali et l'ONU ne sont pas au bout fixé depuis un certain temps. Il faut rappeler que ces rapports-là sont tendus. Et on peut prendre un fait pour illustrer cela. Vous vous rappelez qu'à la suite de l'affaire des 49 soldats ivoiriens qui s'étaient retrouvés, on va dire, un peu en dehors de la légalité sur le territoire malien, au cours de cette affaire-là, cette histoire-là avait commencé par une, un rejet du porte-parole de l'ONU qui disait, qui avait dit dans un communiqué, ne pas reconnaître les 49 soldats ivoiriens. Vous vous souvenez qu'à la suite, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait fait volte-face pour dire que ces gens-là faisaient partie du contingent de l'ONU et qu'il fallait que le Mali les libère. Donc, qui n'étaient pas des mercenaires. Cette position, pas facilement compréhensible de l'ONU, avait déjà développé une certaine, j'ai presque envie de dire, une certaine difficulté à accepter l'ONU, d'abord par les autorités maliennes et en plus par l'ensemble de la société malienne. Parce que voyez-vous, c'est des choses qui n'étaient pas de nature à rassurer les Maliens quant à la participation effective de cette force de l'ONU au renvoi, je veux dire au combat contre le djihadisme dans le Sahel et notamment au Mali. Donc aujourd'hui, que la France s'est retirée, on connaît quelle est la place de la France dans l'ONU. On connaît également quels sont les liens que la France peut avoir avec un pays comme la Grande-Bretagne. On sait que ce sont des alliés historiques. Donc compte tenu de ces rapports-là,
et de la présence de la place de la France dans l'ONU, il se trouve que la position française, c'est-à-dire la France a été chassée par les autorités maliennes du Mali, la force Barkhane a été donc chassée du Mali. Il se trouve donc que cela ne peut pas être facilement digéré par les alliés de la France qui se trouvent aussi bien à l'ONU qu'en dehors. Et je pense que ce qui s'est passé avec la France a dû jouer un rôle important, pour ne pas dire décisif, dans la prise de position de la Grande-Bretagne, si vous voulez, des Royaumes-Unis. Mais il y a également le conflit ukrainien. Il y a le conflit ukrainien qui aujourd'hui a carrément divisé l'ONU. Effectivement. La Russie et la Chine, et de l'autre côté, les trois autres membres du Conseil de sécurité, que sont la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Amérique et la France. Mais la division qui existe au Conseil de sécurité, en réalité, qui a été déportée du terrain des combats pour le Conseil de sécurité, se prolonge également sur le terrain diplomatique des relations internationales. Et donc, aujourd'hui, les forces occidentales ont de plus en plus mal à se mettre à côté de la Russie pour des opérations conjointes, pour des opérations communes. Donc on peut comprendre cela également comme ça. Mais la question qu'on doit se poser, c'est quelle est l'efficacité que cette ONU avait déjà. Parce qu'il faut quand même dire que si même la Russie intervenue à travers les forces paramilitaires Wagner, c'est précisément parce que les autorités maliennes s'étaient rendues compte que et les forces maliennes, les forces onusiennes et les forces françaises qui étaient là ne combattaient pas de façon efficace. C'est-à-dire qu'en termes de résultats, on ne voyait pas très bien jusqu'à quel point est-ce qu'il y avait de l'efficacité dans le combat mené par ces troupes. Que ce soit de l'ONU ou que ce soit de la France. Du coup, il y avait eu comme un besoin de reconstituer des forces, ou alors, si vous voulez, de trouver quelque chose d'autre pour véritablement combattre le djihadisme. Et dans cette histoire, il faut bien se rendre compte que ce qui est en jeu, ce n'est pas l'intérêt de la France, ce n'est pas l'intérêt de la Grande-Bretagne, ce n'est pas l'intérêt, ce n'est même pas l'intérêt de l'ONU, c'est quand même l'intérêt du Mali qui est en jeu. Et donc, c'est au Mali de savoir exactement, précisément ce qu'il doit faire pour sauvegarder son territoire et donc protéger ses intérêts. Donc, que le Mali ait donc choisi il faut donc comprendre que cela fasse problème. Mais si le Mali a choisi Wagner et que le Mali reste en rapport avec Wagner jusqu'aujourd'hui, cela veut dire que le Mali est satisfait de sa collaboration avec cette force paramilitaire russe. Donc je dis et je l'ai déjà dit sur vos antennes, ce qui se passe en Ukraine va travailler à la reconfiguration géopolitique du monde. Parce que là, on est en train de... D'abord, on nous a dit que le fait, je crois que c'est le porte-parole, celui qui a communiqué pour le Royaume-Uni. Effectivement, oui. Que la présence des militaires russes, Wagner, ne rendait pas efficace le combat contre les djihadistes sur le terrain. Et je me pose la question de savoir, mais qui doit évaluer, qui doit apprécier l'efficacité des forces? Est-ce l'ONU, est-ce la France, est-ce la Grande-Bretagne, ou alors le Royaume-Uni, ou alors est-ce le Mali? Moi je pense que, parce qu'il s'agit du territoire malien, parce qu'il s'agit des intérêts maliens, c'est au Mali d'apprécier, et en tant qu'État souverain, de choisir quel est le mode de combat à adopter pour combattre efficacement, à son sens, le djihadisme. Donc, je dis que c'était prévisible, et il faut attendre des désertions, d'autres désertions, dans les prochains jours, c'est-à-dire des désertions qui sont des désertions forcément occidentales. Et ça ne me surprendrait même pas que l'ONU elle-même finit par se retirer complètement des opérations militaires au Mali. Toujours est-il que le plus important, ce ne sera pas que les forces onusiennes soient présentes. Non, le plus important, c'est que le combat contre le djihadisme dans le Sahel, ou précisément au Mali, connaisse la victoire de l'État malien et donc pour l'intérêt du peuple malien. Ce qu'il faut ajouter à cela, c'est que c'est un message
aux dirigeants africains qui doivent comprendre qu'il leur appartiendra désormais de compter sur les seuls moyens des Africains et donc sur les seuls moyens de l'Afrique pour mener des combats en faveur de l'Afrique. Parce qu'en réalité, ces organisations internationales ou ces partenaires bilatéraux, davantage travaillent pour des intérêts qui sont les leurs, et quand on parle d'organisations internationales, ce sont ceux qui pèsent dans ces relations-là, qui pilotent les intérêts de ces relations-là, et donc ceux-là travaillent pour des intérêts qui sont les leurs, et généralement pas pour les intérêts des populations qu'ils prétendent aider. Donc aujourd'hui, les Africains doivent comprendre la nécessité qu'il y a à penser des mécanismes de protection de leur territoire, des mécanismes de défense de leurs intérêts de façon endogène, de trouver des mécanismes et des moyens pour rendre cela opérationnel et efficace. Et pour alors, aujourd'hui, la nécessité d'une dynamique d'ensemble qui doit faire en sorte que tous les pays africains se mettent ensemble, se mettent en commun pour travailler à résoudre des problèmes qui leur sont communs. Parce qu'on voit comment ça se passe avec l'Union européenne, on voit comment ça se passe avec les États-Unis américains, on voit comment ça se passe partout ailleurs dans le monde. Ce sont les grands ensembles qui désormais font la force. Mais si en Afrique, on veut continuer à penser que ce sont les autres qui doivent venir protéger mieux que nous ce qui nous est cher, je pense que c'est une erreur stratégique extrêmement grave qui ne peut pas être opérationnelle, ne peut pas être véritablement compréhensible. Aujourd'hui, il faut que les Africains travaillent désormais à se défendre par eux-mêmes, à protéger eux-mêmes leurs intérêts et à assurer eux-mêmes leur développement. Voilà, Monsieur Noumbissi, pour vous parler des pays africains, on a également la Côte d'Ivoire qui a annoncé le retrait de ses troupes du côté du Mali. 900 casques bleus ivoiriens vont quitter progressivement le territoire malien d'ici août 2023. Qu'est-ce qui explique cela, Monsieur Noumbissi, ou alors ce conflit entre le Mali et la Côte d'Ivoire par rapport à ces 46 militaires détenus à Bamako? Mais vous savez que la présence de l'ONU, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas vue d'un bon oeil par les autorités maliennes, en raison de leur attitude qui est une attitude quand même équivoque, qui est une attitude confuse, qui est une attitude, je vais même presque dire, suspecte. Mais également, il y a le conflit de la Côte d'Ivoire au sujet des la quarantaine de soldats qui sont encore détenus dans des prisons, dans une prison au Mali. Mais également, il y a que la position de la Côte d'Ivoire et donc de la dans la région apparaît comme une position pro-française. Et quand on parle de position pro-française, on va voir essentiellement des positions derrière lesquelles s'aligne de façon presque systématique l'ONU. Donc, c'est tout à fait normal, normal, compréhensible, et même logique que la Côte d'Ivoire adopte cette attitude. Mais, quand la Côte d'Ivoire adopte une telle attitude, je dis encore une fois, c'est pour faire le jeu de celui qui en Côte d'Ivoire est considéré comme le maître des opérations, c'est-à-dire Emmanuel Macron, qui est le dirigeant français. Oui, effectivement, parce que c'est bien après le retrait des forces Barkhane de ce côté. Comment Ouattara est arrivé au pouvoir? Tout le monde sait qu'il est redevable aux autorités françaises, au moins pour la sauvegarde de son fauteuil présidentiel. Tout le monde sait qu'il est lui-même dans une situation essentiellement délicate, compte tenu de ce qu'il a opéré un passage en force pour s'octroyer un deuxième mandat. Donc, il y a autant de choses qui font en sorte que, dans sa posture, la position, je veux dire, la Côte d'Ivoire ne peut pas être suffisamment pro-africaine. Et donc, dans ces conditions, il va falloir que le Mali en tire toutes les conséquences et travaille à l'élaboration d'une dynamique endogène qui soit suffisamment efficace sur le terrain militaire, d'autant que j'ai toujours dit, on ne voit pas jusqu'ici, en termes de résultats, c'est que ces forces policières-là ont apporté sur le terrain de la lutte contre le djihadisme. Donc nous disons qu'il faut bien que la conscience africaine commence à émerger quelque part. Et ça a commencé par le Mali. Si la nouvelle dynamique de la rédemption de l'Afrique
doit partir du Mali, c'est tant mieux. Évidemment, il y aura toujours des personnes qui n'auront pas. Mais quand ce sera suffisamment avancé, quand l'Afrique aura suffisamment pris sur elle de tenir en main son destin, les autres Africains qui aujourd'hui jouent à cache-cache ou alors qui jouent au traître seront bien obligés de s'aligner. Merci, M. Numbisi Wafo, pour cette brillante analyse. Merci à vous, merci à M. Koubabité, merci à merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Au revoir et à demain. Merci, passez une excellente journée. Voilà, on va rapidement s'intéresser à l'image du jour avec Kouichou. Alors pour l'image du jour, on s'en va du côté du Burkina Faso. J'ai salué dans le thème de cette émission les populations de Ouagadougou. Je serai plus précise quant à saluer tous ceux qui nous regardent du côté de Bobo Dioulasso. Vous connaissez comment habiter Bobo Dioulasso. Non. Bon, dans les Bobo Diouf, c'est souvent évoqué quand même. Alors aujourd'hui, on s'en va faire une visite guidée de la résidence à Bobo Dioulasso de l'ancien président Blaise Compaoré. Des images qui ont ressurgi sur la toile depuis quelques jours notamment. Certains médias y ont fait immersion, notamment des médias burkinabés qui se sont intéressés donc quant à savoir qu'est donc devenue cette résidence à Bobo Dioulasso de l'ancien président Blaise Compaoré. En tout cas, une résidence laissée à l'abandon 8 ans après. Voilà, simplement, vous pouvez voir en image un bâtiment en décrépitude. On aura dans quelques images de plus près. Alors, pour revenir sur l'histoire de cette maison, il faut rappeler qu'elle a été saccagée lors de l'insurrection populaire les 30 et 31 octobre 2014 à l'ancienne résidence de l'ex-président Blaise Compaoré, donc à Bobo Dioulasso, qui porte toujours les stigmates du passage des manifestants 8 ans après les événements. Alors, l'état des lieux montre un endroit délaissé, voué à toutes sortes d'activités et dont la question de la réhabilitation ou du moins de l'exploitation reste encore pour l'heure inconnue au Burkina Faso. Alors, les 30 et 31 octobre 2014, pour revenir sur les événements, sont donc 2 jours qui marquent l'histoire politique du Burkina Faso, une période trouble dans le pays, mais historique, car le peuple s'insurgeait contre le pouvoir de Blaise Compaoré, qui était au pouvoir depuis 27 ans, et le président Blaise Compaoré projetait donc de modifier l'article 37 pour se maintenir au pouvoir. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et comme un seul homme, la population s'était donc mobilisée dans les 4 coins du Burkina Faso pour demander le départ de Blaise Compaoré. Chose faite, car le président Compaoré, donc, à travers une déclaration, renonçait au pouvoir. Et en image, on peut voir une maison qui est donc laissée à l'abandon, étant donné que le président est allé en exil. On y prépare même déjà au feu de bois. Il y a une image carrément qui montre... Qui sont ces gens qui préparent. Voilà. Voilà, donc pour rappeler que c'était une belle résidence du temps, voilà, un feu de bois là. Voilà. On a une petite marmite à côté. Hein. Une petite marmite. Voilà, voilà, donc c'est devenu le refuge de certaines personnes qui squattent, voilà, des sans-domicile. Voilà. C'est assez dommage. En tout cas, certains Burkinabés auraient espéré que l'on la réhabiliterait. Ce n'est pas encore le cas, et en tout cas la question reste en suspens. Blaise Compaoré, qui était un passionné d'immobilier et de luxe d'ailleurs, ça avait fait polémique lors de son départ en Côte d'Ivoire, le fait qu'il réside dans l'un des quartiers les plus huppés, ce qui est considéré comme étant le petit Manhattan du côté de la capitale économique de Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'ancienne résidence, à Bobo Dioulasso. Voilà, il est juste à préciser qu'aujourd'hui, il vit dans quasiment le même
confort du côté de la Côte d'Ivoire depuis qu'il y a été exilé. Et ce quartier UP, justement, le côté de la Côte d'Ivoire où il réside, c'est un quartier qui est appelé le Petit Manhattan, du nom du prestigieux quartier de bourgeois du côté des États-Unis, à New York notamment. Voilà, c'est un quartier en contrebas du boulevard Hassan II, un quartier donc dormant de Villa Cousu du côté de Cocody Ambassade en Côte d'Ivoire. Effectivement. C'est pas... Cocody en Côte d'Ivoire, c'est un peu comme Bonapriso au Cameroun. Ici, au Cameroun, Bonapriso, Bonandioro, c'est un quartier vraiment huppé. Hein. Voilà. Donc, il a laissé un confort pour en trouver un autre et c'est dans un état assez délabré, totalement en décrépitude que se retrouve dans cette On espère cette ancienne que résidence. le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré aura des solutions pour cette belle résidence-là. De toutes les façons, merci. Elle fut belle, mais bon, là on voit des traces de... c'est tout noir, le feu y avait été mis. Ouais. Ça rappelle également la résidence c'est carrément tout un village, Mobutu, oui, effectivement. du côté de la RDC qui elle également est ici à Lambrando. Merci Kwechu, je crois que c'est avec ces images que nous allons mettre un terme à cette édition, mais avant on va prendre quelques messages apparus sur notre page Facebook, c'est avec Koumabité. Merci Emma Mouto de me passer donc la parole pour cette dernière livraison. Il s'agit des messages envoyés donc par nos téléspectateurs. Il s'agit donc de nous, Siribier, voilà, j'y arrive. Bonjour For You Media Africa, une autre vision du monde, voilà. Bonjour à vous également. Voilà. José Agouti, j'y arrive. Qu'il s'engage, qu'il dégage, voilà, la MINUSMA, l'ONU, LCI, France 24, il ne sert plus à rien, plus utile en Ukraine. Donc il faudrait simplement dire que ces Africains ne veulent plus la présence de France 24, ni alors le LCI, de toutes les façons, ce sont les messages et ils disent plutôt que c'est plus utile en Ukraine. Voilà, on va lire d'autres messages. Avec l'acquisition de nouveaux équipements militaires russes, le professionnalisme de l'armée malienne, voilà, a dépassé l'armée occidentale. Waouh! Elles ont donc obligé de plier bagages du Mali. Ça, c'est un message de Tambo Batili, voilà, donc en direction du Mali. Un dernier message, il s'agit de Dram Issa. Bonjour les amis de For You Media, je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse, Kwechu et compagnie. On n'a pas oublié Kwechu ce matin. Bonjour voilà, à Pouchou. Depuis la Mauritanie. Voilà, un bonjour particulier aussi à notre émetteur en onde. Et merci voilà, aussi diffuseur. à la réalisation chapeautée par Abolo. Voilà, mesdames, messieurs, c'est terminé pour ce 16 novembre 2022. Nous vous donnons rendez-vous demain avec un nouveau contenu. D'ici à là, portez-vous bien et passez une excellente journée sur nos antennes.